Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc on se retrouve pour ce live sur les ponts, les jours fériés et la journée de solidarité. Donc on va pouvoir en parler tous ensemble aujourd'hui. Une première présentation donc, de qui nous sommes. Donc, moi, je suis Adèle Marty, je suis juriste en droit social au sein du cabinet Shaker et je suis accompagnée de Tiffaine. Je suis gestionnaire de paix et juridique, juriste en droit social également au cabinet Shaker. Et aujourd'hui, nous allons aborder ces thèmes parce que c'est la période des ponts, jours fériés et éventuellement pour poser la journée de solidarité. Et aussi, ça vous permet d'avoir certaines bases et pour certains, ça fera des piqûres de rappel. Donc, nous allons commencer par la journée de solidarité. Exactement, c'est vrai qu'on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Vous allez voir, on a essayé de mêler la partie juridique, mais aussi la partie paye. L'objectif derrière, c'est donc d'avoir vraiment une compréhension du cadre légal et du cadre réglementaire de ces sujets-là, de vous expliquer les bases des jours fériés et de la journée de solidarité, et que chacun puisse connaître véritablement ses droits et ses obligations en tant qu'employeur, et aussi connaître les droits et les obligations qu'ont les salariés sur ces sujets-là. Donc, effectivement, on va pouvoir commencer sur la journée de solidarité. Donc, la journée de solidarité, pour un petit rappel historique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui a été mis en place suite à la canicule de 2003. L'objectif, c'est de véritablement financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Donc, ça prend la forme d'une journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée pour les salariés. Historiquement, et c'est une croyance un petit peu qui est restée dans l'esprit, c'est que la journée de solidarité est obligatoirement le lundi de Pentecôte. C'est plus le cas, ce n'est plus obligatoirement le lundi de Pentecôte, ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, la journée de solidarité, ça peut être sur un jour férié comme les autres. Soit c'est votre convention collective qui peut directement vous dire que la journée de solidarité est fixée tel ou tel jour. Soit ça peut être un accord d'entreprise que vous avez mis en place, soit simplement l'employeur qui aurait consulté le CSE. Donc la journée de solidarité, soit elle vous est gracieusement offerte, soit elle peut être travaillée. Donc là, on a plusieurs cas de figure pour travailler sur la journée de solidarité. Soit elle peut être de manière complète sur une journée en entier, soit elle peut être fractionnée, donc elle peut être répartie en fait sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. C'est vrai qu'on y pense moins, oui, mais c'est possible. Soit c'est le salarié qui décide de prendre un congé sur cette journée-là, soit ça peut être un RTT. Dans ces deux cas de figure, attention à bien obtenir l'accord de votre salarié. Un cas de figure qui peut aussi se présenter, ça serait le salarié qui refuse de faire cette journée de solidarité. Dans ce cas-là, comme n'importe quelle absence classique, là, on retiendrait une absence non autorisée et donc une retenue sur son salaire. Voilà pour la journée de solidarité. Vous allez voir, on va faire un focus. C'est ce qu'on vous disait juste à l'instant, c'est que certaines conventions collectives vous obligent, fixent en fait une date précise pour la journée de solidarité. Donc c'est le cas là de la convention collective gardien, concierge et employé d'immeuble qui nous dit que la journée de solidarité est fixée au jour de l'ascension. On a quand même la possibilité de fixer un jour différent, mais il faut passer par la voie de l'accord d'entreprise. Donc, maintenant, on va faire un petit point sur la rémunération. Tout à fait. Le travail de cette journée de solidarité ne donne pas de rémunération supplémentaire. Elle doit être limitée à 7 heures pour les temps complets. Donc, quand on dit temps complet, 35 heures et 39 heures, c'est limité à 7 heures pour cette journée de solidarité. Si la journée de solidarité est fixée un jour férié et que vous dépendez d'une convention collective qui prévoit des majorations pour le travail jour férié, sachez qu'au titre de cette journée, ça ne donnera pas à majoration de salaire pour le travail jour férié. Ça ne s'applique pas. Et aussi, en matière de paie, il est fortement recommandé de mettre un commentaire sur le bulletin de salaire afin de prouver qu'elle a bien été accomplie.
Merci Tiffaine. On ne vous a pas précisé au début, mais n'hésitez vraiment pas. Là, on parle un petit peu toutes les deux, mais si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un espace chat dans le live. Exactement, petit chat. Ensuite, il existe des spécificités. Alors, pour les temps partiels, effectivement, je disais que c'est 7 heures à effectuer pour les temps complets. Et le temps partiel, il faut proratiser en fonction de la durée du travail. Donc, si on prend un petit exemple rapide, un salarié qui travaille 20 heures par semaine devra réaliser 4 heures au titre de la journée de solidarité. Donc, on fait un ratio. Donc, on prend 20 heures, on prend 7 heures pour la journée de solidarité, fois 20 heures divisé par 35 heures. On obtient 4 heures. Ensuite, pour les forfaits jours. Ouais, alors pour les forfaits jours, et bien là, simplement, on va décompter une journée entière, donc au titre de la journée de solidarité. On a aussi le cas des mineurs. Alors, les mineurs, pour les jeunes de moins de 18 ans, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, ils ne sont pas concernés parce que du coup, les mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés, sauf dérogation ou disposition prévue par la convention collective. Exact, merci. On a aussi le cas des salariés qui sont multi-employeurs. Donc là, on a 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Donc c'est le cas d'un salarié, par exemple, qui exerce en même temps une activité à temps plein chez un employeur et une activité à temps partiel chez un autre employeur. Et bien là, l'administration nous dit que la journée de solidarité, elle est effectuée uniquement dans l'entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. Le deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer pour les salariés qui sont multi-employeurs, ça serait le cas d'un salarié qui cumule 2 emplois à temps partiel. Et bien dans ce cas-là, la journée de solidarité, elle est tout simplement effectuée chez chaque employeur, mais au prorata de la durée du contrat de travail. Donc, c'est-à-dire, Tiffaine nous disait tout à l'heure, la journée de solidarité, c'est 7 heures. Donc, si on a un salarié qui est à 30% dans l'entreprise A et à 70% dans l'entreprise B, eh bien, il fera 30% de sa journée de solidarité chez l'employeur A et 70% chez l'entreprise B. Le dernier cas de figure qu'on a, changement d'employeur. Effectivement, il est important de préciser un commentaire sur le bulletin. Pourquoi ? Parce que si le salarié quitte l'entreprise, il va travailler pour un nouvel employeur et qui devra effectuer une journée de solidarité chez ce nouvel employeur, le salarié devra prouver qu'il l'a déjà effectué, soit en fournissant donc son bulletin de salaire, ou éventuellement il peut demander une attestation à l'ancien employeur comme quoi il a bien effectué cette journée de solidarité. Et également, surtout, c'est que le salarié peut refuser d'effectuer cette journée de solidarité parce qu'il avait bien effectué ailleurs et ça ne constitue pas du coup une faute étant donné qu'il devra le prouver à ce nouvel employeur. Il faut savoir aussi que s'il effectue cette journée de solidarité pour la 2e fois parce qu'il a changé d'entreprise, cette journée-là devra être payée en plus, le cas échéant, en heures supplémentaires. Ok, merci beaucoup Tiffaine. Donc là, on a terminé ce focus sur la journée de solidarité. Si on devait retenir simplement une chose, c'est qu'il y a effectivement un cadre légal, mais de veiller vraiment à faire attention, à checker votre convention collective. Exactement. Parce qu'on pense que c'est un sujet qui n'est pas forcément traité, mais ça existe. On a des cas, nous, où ça figure dans les conventions collectives. Exactement, il faut toujours regarder la convention collective, voir pratique aussi de l'entreprise, mais c'est vrai que il faut bien consulter et bien regarder les cas particuliers. Exact. Donc le deuxième focus qu'on va vous faire, c'est maintenant sur les jours fériés. Donc là, tout bêtement, on a la liste des jours fériés pour l'année 2024. Sachez que si vous êtes situé en Alsace, on ne vous a pas oublié, hein, il y a aussi le vendredi saint et le 26 décembre qui sont des jours fériés. Vous allez voir sur les jours fériés, on va décortiquer en distinguant dans un premier temps le 1er mai des autres jours fériés parce qu'il y a des règles qui sont plutôt différentes. Dans un premier temps, donc sur le 1er mai. Donc le 1er mai, c'est un jour férié qui est plutôt à part en droit du travail et en matière de paye puisque c'est le seul jour qui est obligatoirement chômé. Donc c'est un jour qui sera obligatoirement payé et non travaillé pour toutes les entreprises et pour tous les salariés confondus. Ça, c'est le principe. En droit, on a aussi des exceptions. C'est ça, sauf exception pour les entreprises qui ne peuvent pas interrompre leur travail en raison de leur activité. Donc,
ici on a mis en exemple pour les boulangeries, elles peuvent effectivement, les salariés qui travaillent dans une boulangerie peuvent travailler le 1er mai parce que effectivement, selon leur activité, peuvent pas se rattraper. Donc, au titre de cette journée, qu'est-ce qui se passe? Si le jour n'est pas travaillé, c'est un jour qui va être chômé payé, donc il n'y a pas de conditions d'ancienneté requises et donc pas de déduction de salaire au titre de cette journée. Pour les salariés qui sont rémunérés à l'heure ou à la journée, il n'y a pas non plus de perte de salaire. L'employeur devra verser une indemnité au titre de cette journée, donc c'est à la charge ici de l'employeur. Par contre, pour le travail du 1er mai, alors légalement, le paiement, on dit que c'est payé double. Donc, qu'est-ce qu'on entend par payé double? C'est le salaire de base qui est maintenu, auquel va s'ajouter une majoration de salaire de 100%. Donc, le salarié, il aura bien eu la majoration de 100% calculée sur les heures de travail au titre du 1er mai, plus 100% du salaire de base, parce qu'il n'y a pas de déduction de salaire. Donc, ensuite, pour les autres jours fériés. Oui, donc là, pour le 1er mai, donc c'est effectivement un cas qui est à part. Pour les autres jours fériés, donc on va les traiter de manière plutôt uniforme là pour le coup. L'idée, c'est que là, on a une notion d'ancienneté puisque le salaire habituel du salarié, il est maintenu seulement si le salarié a acquéri dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté. Donc ça, c'est le principe général. C'est ça. Et aussi est concerné les CDD saisonniers. Pour avoir le maintien des jours fériés, effectivement, il faut avoir cumulé 3 mois d'ancienneté au total dans l'entreprise, donc CDD successifs ou non, mais en tout cas, ils sont soumis aussi à cette condition d'ancienneté. Et ensuite, pour les autres jours fériés, en matière de rémunération, si on remplit bien les 3 mois d'ancienneté, il n'y a aucune perte de salaire. Le salaire est maintenu par l'employeur. Mais à défaut, si on ne remplit pas cette condition, on peut déduire les heures au titre de cette journée sur le salaire. Sauf, bien entendu, disposition plus favorable par une convention collective, accord d'entreprise, etc. Ok, merci beaucoup Tiffaine. Donc, c'est un peu la règle d'or de ce webinaire, c'est de vraiment consulter la convention collective pour voir s'il n'y a pas des majorations, des spécificités qui existent dedans. On vous a mis des exemples ici, donc simplement la boulangerie par exemple et la poissonnerie, qui nous dit que le travail d'un jour férié, le salaire sera nécessairement doublé. C'est ça. Donc là, c'est pour tous les jours fériés. Donc c'est une majoration de salaire. Pour la convention collective de la poissonnerie, là, c'est un petit peu différent puisqu'on nous parle des jours fériés travaillés, à l'exception du 1er mai. Donc, on a ces distinctions qu'on retrouve entre 1er mai et autres jours fériés. On retrouve une majoration de salaire, mais surtout, on voit aussi que le repos est aussi prévu par la convention collective, puisque on nous dit que c'est un repos compensateur d'une demi-journée ou, à défaut, une majoration de 25%. Donc, on a vraiment les majorations de salaire et les repos qui sont possibles dans les conventions collectives. C'est ça. Et puis, aussi, dans ces exemples, je tiens à préciser que tout à l'heure, on a parlé d'une notion d'ancienneté prévue par le Code du travail. Ici, on ne voit pas dans la synthèse qu'il y a une mention d'ancienneté. Donc, par défaut, s'il n'y a pas de mention d'ancienneté, c'est dès le 1er jour, le salarié peut bénéficier effectivement du salaire doublé ou effectivement, ça peut être chômé dès le 1er jour. Effectivement, donc vraiment aller lire la convention collective pour savoir toutes ces spécificités-là. Ensuite, une autre spécificité, c'est les jeunes ou apprentis de moins de 18 ans. Alors, pour ces jeunes, il n'est pas possible de travailler les jours fériés légaux, sauf dans l'un des secteurs qu'on vous a présenté. Il y en a beaucoup d'autres, mais on a ici reporté l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs, ou pour lesquels ces jeunes peuvent travailler les jours fériés. Et en cas de travail un jour férié, donc là, c'est prévu par le Code du travail, les apprentis ou les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives, bien entendu, sauf disposition plus favorable dans l'un de ces secteurs, voire dérogation. Merci Tiffaine. Donc là, c'était ce focus sur les jours fériés. Exactement. On va pouvoir maintenant appréhender la question des ponts.
puisque la question des ponts, c'est une pratique qui est assez libre, qui est assez peu encadrée finalement par la législation. Donc, très bêtement, le pont, c'est la journée qui précède ou qui suit un jour férié. On le connaît tous, mais voilà, on ne connaît pas forcément les règles qui existent en la matière. Donc, lorsqu'un pont est possible entre donc, un jour férié et un week-end, si aucun accord collectif, aucune convention collective ne prévoit de disposition sur le sujet, c'est à l'employeur que revient la décision d'accorder ou non un pont. Lorsque l'employeur prend cette décision d'accorder un pont, en principe, c'est une modification de l'horaire qui doit suivre des formalités assez précises. Donc, on doit informer le CSE et la loi nous dit qu'on doit complètement informer même l'inspection du travail. Donc, voilà, vraiment faire ces vérifications, informer le CSE et prévenir l'inspection du travail et procéder à l'affichage voilà, dans l'entreprise. On annonce à tous les salariés que le pont est accordé. On a aussi un principe, un mécanisme qui est assez peu connu et peut-être peu utilisé dans l'entreprise, c'est la récupération des ponts, puisque les heures de travail qui sont non travaillées en raison d'un pont, eh bien, ils peuvent être travaillés à une autre période pour compenser. Donc, la loi là, nous dit que cette récupération elle peut être effectuée dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent le pont, avec la précision que ces heures-là font l'objet d'aucune majoration de salaire, hein, puisque c'est vraiment de la récupération qu'on organise. Attention, là encore, à bien veiller que votre convention collective ne prévoit pas de disposition sur ce sujet, puisque des conventions collectives encadrent la récupération qui existe en matière de pont. Et justement, juste pour rejoindre ce point, c'est qu'on peut récupérer pour un pont, mais il n'est pas possible de récupérer du coup les heures d'un jour férié. Exactement. Donc, tu disais qu'après les heures, la récupération d'heures, qu'il est possible ensuite de décompter un congé payé. C'est ça. Un RTT. Avec l'accord de l'employeur, sous réserve que le salarié en fasse la demande préalablement. Exactement. Puisque, attention, l'employeur ne peut pas d'autorité imputer une journée de pont chômée sur les congés payés d'un salarié. Il faut avoir l'autorisation du salarié sur ce sujet-là. Donc là, on a mis un petit exemple. Pour le mois de mai, il y a un pont entre le jeudi de l'Ascension et le jour de repos hebdomadaire habituel. Donc, si effectivement on part pour un exemple, une entreprise qui travaille du lundi au vendredi, donc le samedi est un jour de repos hebdomadaire. Donc, effectivement, il y a le vendredi 10 mai qui correspond à un jour de travail habituel. Donc là, on voit bien qu'on a bien un jour de travail entre un jour férié et un jour de repos. Donc, cette année, en tout cas pour le mois de mai, il y a ce pont. Donc, effectivement, à voir dans vos entreprises si c'est de la récupération, congé payé, RTT. Donc, nous avons le modèle, l'exemple au mois de mai. Nous avons terminé ce petit webinaire sur ces 3 sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part via le chat ou éventuellement par mail, indiqué ici en bas à gauche, bonjour@monshaker.apt. En attendant peut-être les questions, si on devait résumer le webinaire, à retenir sur la journée de solidarité, c'est que la croyance qui consiste à dire que la journée de solidarité, c'est forcément le lundi de Pentecôte, eh bien, voilà, il faut déconstruire ça. Si vous choisissez une autre journée, eh bien, n'hésitez pas à passer par accord, à écrire les choses pour éviter tous les sujets, les contentieux. Sur les jours fériés, on n'oublie pas la distinction entre le 1er mai et les autres jours fériés, puisqu'on a des conditions d'ancienneté et des impacts sur la rémunération qui ne sont pas les mêmes. Surtout, la journée de solidarité, surtout garder à l'esprit que ce n'est pas une journée en plus, donc rémunération supplémentaire. C'est vraiment, il n'y a pas d'impact sur la rémunération, c'est que les salariés doivent effectuer une journée en plus au titre de cette journée, donc il n'y aura pas d'impact. Pour les jours fériés, effectivement, on a bien vu qu'il y avait des impacts sur la rémunération. Donc, si effectivement il y a des dispositions plus favorables dans une convention collective ou un accord d'entreprise, mais sinon, légalement, si on travaille un jour férié, il n'y a pas de majoration. Exact. Merci pour ces précisions. Et bien, s'il n'y a pas de questions, on peut vous annoncer le prochain live qui aura lieu le 23 mai. On se retrouvera avec Tiffaine et moi-même. Là, on abordera la question des congés payés.
Donc, on refera un focus sur les bases des congés payés, mais évidemment, on abordera la question qui est vive, hein, qui est sur le feu en ce moment. C'est la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne qui reconnaît l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, qui a été publiée le 23 avril. Donc, on en discutera. Voilà, le délai, le report de 15 mois, l'obligation d'information de l'employeur. Il y a plusieurs sujets à aborder. Exactement. Surtout le traitement pour les gestionnaires de paie. Comment ça va se passer, comment traiter. C'est vrai que là, on va avoir beaucoup de questions, à mon avis, sur le sujet. Donc, on essaiera de vous exposer tout ça de manière synthétique. Et après, on verra avec des échanges par mail si besoin. On vous enverra le replay par email. Donc voilà, à ce moment-là, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous sont venues. Et sinon, écoutez, ce sera le moment de vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir assisté à ce live et de vous souhaiter un bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.